crazy mother. Bonjour et bienvenue dans l'univers de l'artistologie, le podcast qui part au cœur de l'humanité dans le but d'élargir notre vision de l'existence et d'observer l'impact de l'artiste dans le monde. Je suis Malou Moulis, artistologue et auteur du livre Ma vie est un labo et la vôtre aussi, et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. No, I'm not a writer. Okay. Là où nous en sommes. Nul besoin d'avoir fait de grandes études pour capter à quel point là où nous en sommes est un joyeux bordel, les amis. Et à vrai dire, tout ce qui se passe aujourd'hui ne date pas d'hier, ni d'avant-hier, mais d'un passé bien plus lointain. Le Covid est juste le révélateur en version accélérée d'un dysfonctionnement présent depuis des années. Il nous montre de façon assez violente, j'en conviens, à quel point nos systèmes sont déséquilibrés à tout niveau. Si l'on prend la métaphore de l'habitat, c'est lorsque la tempête pointe son nez qu'on vérifie la solidité des fondations de notre petite chaumière. Si elle est détruite, c'est que nous sommes passés à côté de quelque chose et nous allons devoir en prendre la responsabilité. Nous n'allons pas nous mettre en colère contre la tempête, qui fait partie de la nature. Ça ne sert à rien, et en plus, nous ne pouvons pas la contrôler parce que nous sommes un petit peu sur son territoire. Nous devons cohabiter avec elle et pour ce faire, nous aurons l'obligation de remettre en question notre capacité ou incapacité de nous y adapter à cette nature. Cette notion est la même concernant l'exemple du couple sur mon podcast intitulé « Gérer ses peurs ». Podcast que je vous invite d'ailleurs à aller écouter pour y trouver cette même notion sur un sujet différent, parce que, je le rappelle, tout fonctionne sur le même principe et rien dans ce monde n'est épargné des logiques fondamentales qui régissent notre univers. L'équilibre et l'harmonie en font partie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit là ? Qu'est-ce qui a bien pu se produire pour que notre civilisation en arrive à cette période charnière dans laquelle tout est littéralement en train de se briser dans les moindres recoins du rouage ? Quelques-uns affirment que la cause principale, c'est le Covid. Et même si ce n'est qu'une vision très réduite du problème, ils ont raison. Les climatologues nous expliquent que la planète se dérègle parce que nous avons épuisé ses ressources, et ils ont raison. Certains démontrent que c'est un problème politique, et quelque part eux aussi ont raison. D'autres pensent que c'est l'argent qui pose souci, et ils ont raison. Quel que soit l'angle de vue, finalement, tout le monde a raison parce que toutes ces réalités sont vraies. Ces résultantes font toutes partie des problèmes apparents. Mais quelle est la vraie raison ? Celle qui se situe sous l'iceberg et que vraisemblablement nous refusons de voir. Pour ma part, étant né en 1976, ce qui était déjà frappant à l'époque et qui m'a énormément stressé d'ailleurs pour la suite de l'aventure, c'était la violence de ce monde. J'étais choquée par tant de disparités concernant les niveaux de vie sur une planète qui produit naturellement tout ce qui est essentiel à notre survie. Je me rappelle des journaux télévisés montrant des images atroces du peuple éthiopien qui mourait de faim. Et d'ailleurs, ce monde m'angoissait tellement que ma mère m'a souvent exprimé le fait que j'étais très intrusive à poser des questions dans tous les sens sur le pourquoi du comment de tant d'injustice et de cruauté. Et ça ne m'étonne guère parce que j'ai passé le reste de ma vie à poser des questions pour tenter de comprendre les incohérences de notre humanité. Lorsque j'étais petite, j'avais déjà cette forte propension pour la justice qui me dépasse certaines fois, je l'avoue, parce que le manque de sens et les inégalités soulèvent chez moi une colère assez virulente que j'ai dû apprendre à gérer au fil du temps. J'étais cette petite fille qui voulait que le monde soit un lieu de partage, d'entraide et dans lequel chacun avait une place. Je ne comprenais pas que ce soit impossible à appliquer alors que c'était juste du bon sens. Tous les enfants d'ailleurs possèdent cet élan naturel pour l'humanisme et l'équité. J'ai donc cherché à élargir mes points de vue en m'intéressant au monde qui m'entoure et à l'humain qui en fait partie, y compris le mien. Pourquoi tant d'inégalités et tant de haine ? Pourquoi vivons-nous dans un tel bazar à mes yeux ? Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Pendant quelques années, j'ai voyagé en direction de l'Afrique et du coup, j'ai pensé que c'était un problème certain lié au manque d'argent. A priori, la pauvreté et le nombre de guerres ethniques rendaient assez difficile le bon développement des pays. C'était une vérité, mais inapplicable pour le reste du monde, donc quelque part, cette vérité était inexploitable.
Après avoir quitté l'aérien, j'ai exercé une multitude de métiers comme ambulancière, caissière, serveuse, assistante commerciale, animatrice socioculturelle et j'en passe. Métiers dans lesquels j'ai découvert d'énormes soucis de communication et ce, dans tous les secteurs, sans exception. Alors j'ai pensé que c'était certainement lié au fait que les humains ne savaient pas s'exprimer en prenant en compte leurs différences et donc que nous ne savions tout simplement pas vivre ensemble. J'avais fait un rapprochement avec un aspect plus mondial, notamment nos différences culturelles ou religieuses qui entravaient aussi notre capacité à accepter l'autre. Je trouvais des réponses valables, mais j'avais l'impression qu'elles étaient encore trop superficielles. Ça ne me suffisait pas parce que je n'avais pas encore décelé la logique fondamentale. Cette fameuse vérité, ce point commun qui serait la cause de tous ces dysfonctionnements, quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent. J'ai donc poursuivi mes expériences de vie en tentant de rassembler les éléments. En m'explorant pour mieux me connaître et surtout comprendre pourquoi ce monde me stressait tant, alors qu'il y a 30 ans de ça, les incohérences du système n'avaient l'air de déranger personne, j'ai compris que chaque problématique découlait de notre gestion de la survie. Si vous écoutez mes podcasts, vous allez certainement vous dire « Encore ?» Eh oui, encore notre piètre gestion de la survie, encore elle. Je rappelle que celui qui gère la survie, c'est notre ego. Pour ma part, comme je suis de nature assez joueuse, j'ai décidé de lui donner un petit nom. Mon ego s'appelle Charlie, c'est très aidant pour savoir où il se trouve parce que c'est toujours lui qui met le bazar. Mais où est Charlie ? Où est Charlie ? Par la suite, j'ai pu constater que chaque création ou mise en place de projet part d'une bonne idée qui a de la valeur et du sens. À moins d'être quelqu'un de particulièrement tordu, généralement, le point de départ d'une idée s'appuie sur le souhait de contribuer à améliorer notre existence, et ce, quelle que soit la sphère, personnelle, professionnelle ou sociétale. Les systèmes que nous avons construits au départ de l'ère industrielle étaient censés nous faciliter la vie, nous amener plus de confort, de loisirs, de liberté, de culture, de voyage, une meilleure santé, pour mieux vivre en fait. Au fil du temps, on se rend compte que cette idée fonctionne et puis, à un moment donné, elle nous dépasse et ce qui apparaît positif au départ devient néfaste parce que nous rentrons dans une phase de démesure et donc de déséquilibre. Et de façon très concrète, tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est que le résultat de notre laisser-aller vers cette démesure et ce, à tous les niveaux. L'humain a une telle soif de pouvoir, d'acquisition et ce besoin perpétuel de reconnaissance qu'il en devient démesuré dans tout ce qu'il entreprend. Il est aveuglé par son ego et nous le sommes tous, quels que soient les domaines. Nous possédons une parcelle de terre suffisante pour vivre, mais nous souhaitons coloniser d'autres territoires pour avoir plus. Nous tombons amoureux fous, nous sommes tellement comblés que nous nous oublions complètement et nous permettons à l'autre de contrôler notre vie. Nous décidons de reprendre notre santé en main en pratiquant une activité. Du canapé télé à l'excès, nous passons à l'extrême inverse, c'est-à-dire 15 km par jour de course à pied. Et si nous n'avons pas cette drogue de jogging, nous nous sentons mal. Nous créons notre entreprise pour être libre, elle fonctionne, elle grossit, jusqu'au moment où elle nous dépasse, c'est la perte d'équilibre, et nous transitons de la liberté au burn-out. Tout ce que nous entreprenons demande du réajustement et il s'agit clairement d'une notion de responsabilité. Il ne sert à rien de résoudre les problèmes une fois qu'ils sont là. Il faut donc revenir à l'équilibre avant le point de non-retour et ça, c'est de la gestion de soi. Mais nous n'avons pas appris à réajuster. Nous passons notre temps à résoudre des problèmes, c'est-à-dire attendre qu'ils arrivent pour colmater les failles. Nous avons tous connu le carrefour dangereux dans un petit village où tous les citoyens préviennent le maire qu'il faut faire quelque chose et seulement après 3 accidents mortels, les rectifications du carrefour arrivent enfin. Et tout fonctionne comme ça. Nous, les humains, avons la fâcheuse habitude de procéder avec notre capacité intellectuelle constituée d'une pensée très codifiée qui nous trompe parce qu'elle nous limite. Nous croyons que notre existence est définie au travers de notre ego, c'est-à-dire de notre petite personnalité, nos acquisitions, nos réussites, nos conquêtes, nos savoirs. Tout cela nous donne l'impression d'affirmer notre existence alors que c'est un leurre, une grande illusion. L'artiste, lui, procède différemment parce qu'il place sa raison d'être au premier plan. Il se balade dans les profondeurs du monde et ses besoins ne sont pas les mêmes, ils sont plus essentiels. Je vais y revenir. Une fois que j'ai perçu la raison profonde, j'allais devoir trouver la clé qui permettrait d'y remédier. Et j'ai fait cette découverte lorsque j'ai mis en lien 3 points.
ma propre façon de gérer cette survie, le secteur aérien et les problématiques que je rencontrais au sein des entreprises. Dans le premier point, j'étais très alerte au monde qui m'entourait parce qu'il m'effrayait. Pour m'épargner du stress et de la souffrance, j'ai développé cette capacité à anticiper mes pertes d'équilibre, y compris celles des situations qui m'entourent. Pour exemple, je me souviens avoir évité un accident de voiture en doublant un camion parce qu'avant de le dépasser, j'avais remarqué une certaine irrégularité dans sa conduite. Je suis donc resté sur mes gardes jusqu'au moment où son véhicule s'est déporté sur le mien. N'étant pas très étonné de ce qui se passait, un rapide coup de klaxon a suffi pour faire réagir le conducteur avant qu'il ne soit trop tard. En deuxième point, travailler dans un avion, c'est travailler de près avec la survie. Ce métier impliquait l'anticipation des problèmes, c'est-à-dire que ce microcosme est trop dangereux pour se permettre de résoudre les problématiques une fois qu'elles se présentent. Nous devons être extrêmement attentifs, car notre vie dépend d'un bon travail d'équipe super entraîné à l'anticipation. Nous devons donc gérer une multitude de paramètres, dont la communication, la cohésion et la sécurité. Concernant le troisième point, lorsque j'ai arrêté l'aérien et que j'ai travaillé au sein de plusieurs entreprises, je trouvais qu'on perdait énormément de temps. Cela venait d'une mauvaise communication et qui puisait, il n'y avait pas cette cohésion d'équipe que j'avais connue dans le secteur aéronautique. Et si dans un avion, nous n'avons pas d'autre choix que d'être soudés en oubliant notre ego, car il en va de notre propre vie, dans une entreprise, personne n'y voit l'intérêt. Alors que très concrètement, même si le danger de mort n'est pas direct, il est quand même là. Si on ne prend pas soin de gérer nos petits égos, tout poste confondu, ça devient difficile de faire corps et d'œuvrer ensemble dans la même direction pour la bonne marche d'une entreprise. Le risque, c'est qu'au bout d'un moment, les problèmes arrivent et c'est catastrophique. Redresser la barre demande énormément d'énergie et déclenche beaucoup de souffrances, telles que perte d'emploi, plan social, réduction des salaires, voire fermeture définitive. Donc quelque part, il s'agit bien de la même notion de survie, de gestion de survie, donc anticiper la mort, sauf que pour l'entreprise, nous ne voyons pas les conséquences immédiates, car elles se décalent dans le temps. Mais c'est toujours une notion de survie qui demande à être anticipée. Plus on se laisse aller, plus le risque de souffrir est phénoménal, plus on anticipe, plus on replace l'équilibre et plus on écarte le danger. C'est QFD. Ce principe est valable partout. Et nous le prenons rarement en compte parce que nous ne sommes pas habitués à prendre notre existence en main, à être présents à ce que nous vivons et donc à anticiper, réajuster pour œuvrer au mieux tous ensemble. Mais c'est vrai, personne ne nous l'apprend. Alors soyons honnêtes, depuis des millénaires, nous attendons toujours les crises pour réagir et équilibrer, mais c'est trop tard. Le mal est fait. Et c'est pareil, dans chaque situation, nous attendons les violentes disputes, une chaussure qui traverse la pièce pour décider de rompre alors que ça fait bien longtemps que notre couple bat de l'aile. Nous le savons, mais pour quelque raison que ce soit, nous n'avons pas eu envie de nous confronter au problème. Nous attendons beaucoup de souffrance pour enfin quitter l'histoire. On peut continuer indéfiniment de modifier les mécanismes de nos systèmes, mais si nous n'abordons pas le fond des choses, rien ne changera vraiment. Nous avons l'impression que notre société est moderne, qu'elle a évolué, parce qu'il y a eu des changements, mais dans le fond, c'est faux, c'est illusoire. La forme de notre société s'est transformée, oui, mais les problématiques de fond sont toujours les mêmes, c'est-à-dire dans les mentalités et dans nos façons de concevoir le monde. Rien n'a véritablement changé. Toutes les problématiques d'autrefois sont toujours là, on les a juste déportées, c'est tout. Et c'est constatable. Des lois antiracisme ont été votées depuis de longues années et franchement, le racisme frappe encore très fort à la porte. Les problèmes sont donc toujours d'actualité. Ils sont juste dissimulés. On se rappelle tous des récents soulèvements aux États-Unis et ça fait des années que ça dure. Là, je vous parle d'un sujet en particulier, mais c'est vérifiable dans tous les domaines. La liberté d'expression, la liberté de la femme, les guerres de religion, etc. Alors on peut s'amuser encore longtemps en faisant style que le monde évolue. Nous pouvons modifier le système politique, les lois et tout ce qui compose notre société, mais rien ne changera fondamentalement tant que chacun continuera de se comporter comme un enfant. Puisqu'évidemment, il s'agit bien de la gestion de l'humain. Tant que nous refuserons de prendre notre vie en main, nos responsabilités, en évitant de nous cacher continuellement derrière bon nombre d'excuses, les problématiques persisteront. C'est comme tenter de nettoyer un paillasson parce qu'à cet endroit, l'odeur est nauséabonde. On essaye un savon,
On frotte, ça ne marche pas, on en essaye un autre, puis un autre. On peut essayer longtemps, hein. Tant que nous ne soulèverons pas le paillasson pour y découvrir où se cache l'odeur, nous passerons notre vie à le nettoyer, voire même à en racheter un autre, tout en constatant que ça pue encore. Quoi, ça pue! Ça pue! En tant qu'humains, nous sommes censés être des adultes responsables de leurs actes, de leurs choix, et nous devrions être conscients que chaque décision ou agissement provoque des conséquences que nous devrons forcément assumer un jour ou l'autre. Et ce, que ces actes soient individuels ou collectifs. Ils sont indissociables parce que l'un produit toujours un effet sur l'autre quant au résultat de l'ensemble. Et en l'occurrence ici, c'est là où nous en sommes. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Si nous souhaitons un changement profond, l'artiste va pouvoir rentrer en jeu. Parce que vivre, c'est choisir. Je rappelle que le fait de ne pas choisir est égal à un choix, à la seule différence, c'est que nous subissons notre vie lorsque nous décidons le non-choix. Plus précisément, nous laissons place à quelqu'un d'autre de choisir pour nous. Je vous laisse le temps d'ingurgiter cette information ou prendre un Doliprane suite à cette phrase qui retourne quelque peu les neurones. Je reprends. Alors, notre existence nous appartient dès l'instant où nous la prenons en main. Dès l'instant où nous plaçons l'artiste, nous allons avoir cette envie viscérale de chevaucher notre liberté d'expérimenter notre vie et nous prenons plaisir à assumer les conséquences de chacun de nos choix. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles deviennent essentielles parce qu'elles nous appartiennent et qu'elles sont la preuve que nous devenons maîtres de notre existence. Vivre sa vérité, c'est prendre ses responsabilités tout en respectant celles des autres. Ce n'est pas facile, mais ça s'appelle grandir. Mais sincèrement, qu'est-ce que c'est kiffant! Pour rompre cet incessant désir de conquérir le monde ou les autres, c'est là que l'artiste rentre en jeu. Sa façon d'être se situe dans le sens logique des lois universelles. D'un côté, il y a le conquérant désireux de pouvoir, de réussite, de reconnaissance parce qu'il ne semble exister qu'à travers son ego. Et de l'autre côté, il y a l'artiste qui demeure dans le mouvement de la vie, qui l'explore et qui, pour le coup, existe vraiment. En tant qu'expérimentateur, il a l'habitude de se confronter à la vérité de sa propre vie et de tout ce qui en découle. Les peurs, les échecs, les joies, il ne juge rien de ce qu'il vit. Il le vit. Et pourtant, Dieu sait combien l'artiste visite l'excès. On pourrait donc croire qu'il fait preuve de démesure, mais ce n'est qu'une démesure apparente. Je dis apparente car l'artiste visite les deux extrémités de la dualité sans y rester indéfiniment, donc ce n'est pas une vraie perte d'équilibre qui se poursuit à long terme, mais plutôt une halte momentanée dans une des extrémités. Le noir, la lumière, le bon, le mauvais. Il expérimente ces écarts pour s'explorer au-delà de ses limites parce qu'il va en extraire un apprentissage essentiel. Il revient donc instinctivement à l'équilibre parce que contrairement au conquérant, il n'a pas cette envie de contrôler la vie, il danse avec elle. Il agit dans l'unique intention d'expérimenter l'artiste, non dans celle de briller ou pour brosser son ego. Il en est conscient, il le vit et il ne met rien d'autre que lui-même en jeu. S'il est aussi responsable de son existence, c'est parce qu'il la vit pleinement, sans jugement. D'ailleurs, son processus de création est ainsi fait qu'il éprouve le monde dans sa totalité, dans ses sensations, en y étant pleinement présent, et puis il s'en écarte pour créer. C'est ce qui lui permet de se réajuster. Son leitmotiv n'étant ni la reconnaissance, ni l'argent, ni le superflu, mais la substance et le sens profond, c'est ce qui lui permet de s'extirper au bon moment d'une situation sombre ou qui paraîtrait mal engagée. Ce qu'il fait vibrer, c'est l'expérience de ce qu'il farfouille du monde et de lui-même. Il va adorer ce qu'il va y trouver, puis le transformer en une nouvelle création. Que ce soit une toile, une entreprise, un écrit ou former un couple, la création se déversera partout. C'est ça, être un artiste. Alors maintenant que vous en savez un peu plus sur les raisons de nos démesures et comment y prêter attention, il ne vous reste plus qu'à choisir, ou pas, la façon avec laquelle vous allez poursuivre votre existence. Ce choix vous appartient. Je le rappelle encore une fois, histoire que ça s'incruste au plus profond de votre subconscient, mais l'artiste se trouve en chacun de vous, chers auditeurs, et c'est bien lui qui sauvera le monde. Et pour vous y aider,
vous pouvez prendre la philosophie de l'artistologie, qui met l'artiste au premier plan de votre existence, toujours et quoi qu'il advienne. Sur ces derniers mots, je vous dis à la semaine prochaine. Pour ne rien manquer des épisodes suivants, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. Vous pouvez également laisser un avis et partager ce podcast. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez également faire un don. Pour accéder aux masterclass ou tout simplement me contacter, vous trouverez les liens dans le descriptif sous ce podcast. Tous les services que je propose sont référencés sur mon site, lecomptoirdelartistologie.com. Quant à mon livre, il est accessible chez votre libraire préféré ou sur Amazon. Si vous préférez partir dans cette aventure immersive avec vos oreilles, sachez que l'audiobook est disponible. Je l'ai confectionné avec ma voix et tout mon amour. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous embrasse. Yeah.